Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force, c'est Actualité Crypto, donc numéro 69. Donc avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Et écoutez, j'en profite pour vous remercier également tous les amis, les abonnés, donc passés, présents, futurs également, parce que là nous avons dépassé les 650 abonnés sur la chaîne. Donc vraiment, écoutez, je vous remercie du fond du cœur, parce que ça veut dire que vous m'accordez donc votre temps, et le temps, on sait que c'est précieux derrière, forcément. Donc, écoutez, on va continuer sur cette lancée, on est là pour ça. Et forcément, dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler des projets crypto, du Bitcoin, on va parler mise à jour du VeChain, mise à jour du projet FET, donc Fetch derrière avec, vous savez, la super intelligence qui est en train de se former. Donc là, j'ai plus de détails à vous donner de leur vision. Également, donc tout ce qui est VV Digital Collectibles, là aussi, on a des petites nouveautés assez sympas, malgré bien évidemment la colère et tout à fait compréhensible des investisseurs et des personnes au niveau de la crypto-monnaie OMI. Bref, voilà, là aussi j'ai des petites nouveautés à vous passer. Et également, comme d'habitude, on va finir sur les actualités crypto plus générales, économiques. Et là aussi, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à dire en ce moment et ça bouge beaucoup, surtout sur le plan économique. Et on verra. Voilà, au niveau de l'or aussi, de l'argent, vous verrez. Enfin, bref, très intéressant ce qui se passe en ce moment, ça c'est sûr. On est vraiment dans une période où on ne s'ennuie pas. Et quand dans 10-20 ans, on dira, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2000, dans les années 2020, 2030, on dira, c'est sûr que, bon, vous avez vu la totale, c'était la guerre en tous les sens, c'était le bordel, mais au moins, c'est sûr, vous n'êtes pas ennuyé. Ça, c'est sûr. Pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Après, on verra ce que ça donne, forcément. Mais le but, c'est également de s'y préparer mentalement le plus possible et pourquoi pas également aussi sur le plan des solutions qui existent. En rappelant, bien évidemment, les amis, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Très important, toutes vos recherches et toutes vos actions doivent être faites par vous-même au préalable. Évident. Bon, écoutez, c'est parti, mais avant ça, on commence par le Bitcoin et notamment donc, des informations données par BitMEX Research concernant, vous savez, les flux entrants et sortants des ETF Bitcoin Spot. Et donc là, regardez, donc la liste s'allonge bien évidemment au fur et à mesure des jours. Mais donc là, j'ai la dernière date, en tout cas du rapport de BitMEX Research au 3 avril 2024 avec cette fois un inflow qui est positif, c'est-à-dire des flux entrants qui sont plus gros que les flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Et notamment donc au 3 avril, on avait effectivement donc un total net de inflow de 113,5 millions de dollars. Et là, pour le coup, c'était pas BlackRock qui menait la danse, mais Fidelity. Donc c'est intéressant parce que on voit que là, pour 95% du temps, c'était vraiment BlackRock qui menait la danse sur les derniers mois, là, sur les ETF Bitcoin Spot au niveau des flux entrants. Et là, on voit que hier, le 3 avril plutôt, eh bien, on avait Fidelity qui finalement a dépassé BlackRock sur une journée. Donc on va voir, c'est intéressant de voir forcément si les tendances continuent, et on voit que c'est la guerre totale entre les différents gestionnaires d'actifs sur les ETF Bitcoin Spot. La concurrence est rude. Bon, allez, c'est parti, les amis. Donc, je continue. J'ai également des articles à vous passer sur le Bitcoin, notamment un article de cointribune.com. Donc, les réserves Bitcoin des exchanges chutent à un niveau record. Ça, c'est au 5 avril 2024. Donc, on voit que c'est toujours plus la débandade pour les plateformes exchange. Donc, on l'a vu, je l'avais déjà parlé là, il y a quelques semaines, c'était déjà visible. On avait déjà atteint un record par rapport à 2021. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a des liquidités de Bitcoin sur les plateformes exchange qui sont aussi basses depuis 2021. Or, 2021, je vous rappelle, c'était également la période du bull run. On n'avait pas encore atteint le pic du Bitcoin à ce moment-là. Donc, on voit qu'on est encore dans une configuration effectivement qui se rapproche de plus en plus du bull run en fait de 2021, ou du moins de la phase de pré-bull run, si je puis dire. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, les choses se confirment dans ce sens-là et surtout ça confirme également, très important, le fait que les plateformes centralisées exchange accordent de moins en moins de confiance au final de la part de leurs utilisateurs et
ce n'est pas que les plateformes exchange, c'est en fait l'aspect, je dirais, alors là je m'avance un petit peu avec mon avis personnel, hein, excusez-moi par avance peut-être, mais en tout cas on voit que là, tout ce qui est centralisé, même le réseau bancaire, hein, on voit qu'il y a de plus en plus de monde, de personnes qui perdent confiance. Et quand on voit que même en France, je n'ai pas cité le nom des banques, bien évidemment, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de retirer plus de 5 000 € d'un coup, 10 000 €, enfin peu importe. Et est-ce que vous n'avez pas été confronté à des demandes de votre banque qui vous demandaient de fournir des justificatifs, des factures pour pouvoir retirer vos fonds? Donc là, on voit très bien qu'on est en train d'avoir dans un schéma où les gens, c'est au niveau mondial, hein, perdent de plus en plus confiance dans les plateformes exchange, les banques, etc. Et ça, c'est pas nouveau, hein, ça date déjà de 2008, depuis la crise des subprimes, pour le réseau bancaire en tout cas, parce que l'aspect finance traditionnelle, mais également pour les cryptos, c'est valable depuis encore plus la chute de FTX. Et là, on a également plusieurs plateformes exchange, même en France, qui sont de plus en plus visées, notamment BitGet, si je ne me trompe pas, qui est actuellement sous le coup dans le feu des projecteurs de l'AMF. Vous avez sûrement dû voir passer cette information. Donc tout ça fait que effectivement les gens, et à juste titre, hein, préfèrent retirer leur crypto-monnaie, les mettre sur des cold wallets ou sur des, des cold wallets comme MetaMask, etc. Ou Ledger. Bref, donc c'est plutôt bon signe pour la suite des choses, en tout cas pour le bullrun. Ensuite, autre article de cryptost.fr, donc Coinbase intègre enfin le Lightning Network de Bitcoin. Donc je rappelle que Lightning Network, c'est tout simplement donc, un layer de type 2. Il y a une blockchain qui est venue se greffer sur la blockchain principale du Bitcoin, et tout ça dans l'objectif unique, quasiment, hein, de pouvoir rendre le Bitcoin, c'est-à-dire en tant que layer 1, plus scalable. Et donc plus rapide en termes de transactions et moins coûteux, bien évidemment, hein, sur les frais de transaction. Et donc là, c'est une très bonne nouvelle, hein, parce que Coinbase intègre désormais le Lightning Network juste avant, en plus, la période où on a le halving qui va avoir lieu, je vous rappelle, hein, le 20 avril 2024, c'est-à-dire dans 14 jours, pour être précis. Et donc après, ça va être le top départ. Et donc là, comme par hasard, Coinbase intègre, donc là c'est au 4 avril 2024 cet article, justement ce Lightning Network. Et donc ça va permettre aux utilisateurs de Coinbase bien, de pouvoir faire des ventes ou des achats de Bitcoin de façon extrêmement rapide. Forcément. Donc on voit vraiment qu'on est dans une évolution, hein, de plus en plus moderne de tout ce qui est en lien avec les crypto-monnaies, le Bitcoin, etc. Bon. Ensuite, écoutez, je continue, hein, avec cette fois les projets crypto un petit peu plus précis, avec notamment le VeChain en premier lieu. Donc là, j'ai une information de la fondation VeChain qui effectivement annonce qu'elle est présente en France, notamment sous sous l'égide, hein, de son PDG Sunny Lu, qui est présent à la Paris Blockchain Week. Donc c'est intéressant de voir que là, ça y est, VeChain est totalement inscrit en Europe, notamment aux États-Unis. J'ai montré la semaine dernière avec les brevets que VeChain avait déposés et obtenus aux États-Unis. Et là, on voit qu'effectivement, ça y est, hein, VeChain accapare l'attention même en France, en Europe. Donc, plutôt intéressant. Donc, c'est totalement en cours là. Ils sont en train de. Donc, la Paris Blockchain Week est en train d'avoir lieu là à Paris. Donc, je n'ai pas encore les retours là-dessus. J'en parlerai un peu plus la semaine prochaine s'ils font un débriefing. Et puis sinon, on passe donc à la prochaine information sur le VeChain, notamment leur collaboration désormais officielle avec Tangem. Je rappelle que Tangem, c'est tout simplement un concurrent, par exemple, de Ledger Trezor. C'est une entreprise, hein, qui a pour objectif de fournir des cold hardware, donc des cold wallets, pour stocker ces crypto-monnaies hors justement des plateformes exchange. Et donc là, dans le cadre de ce partenariat, vous avez désormais donc une carte. Alors je rappelle, ce n'est pas une carte bancaire, ce n'est pas une carte de crédit, c'est une carte qui permet de stocker en fait ces crypto-monnaies. C'est un peu le même principe que la clé USB Ledger, entre guillemets, hein. Voilà, donc là vous avez une carte pour stocker vos cryptos et qui est à l'image, à l'effigie notamment de la fondation VeChain, hein, avec la crypto-monnaie VeChain et le petit logo, le petit slogan Web3 for Better. Bon, pourquoi pas? Mais en tout cas, on voit que là, on est toujours dans cette même démarche de développement de l'aspect de décentralisation, hein, toujours plus, pour le stockage des crypto-monnaies, on le voit.
Bon, ce sera tout pour les informations de VChain, il n'y a pas grand-chose de plus. Donc c'est pour ça que là, je vais passer sur les statistiques très intéressantes, hein. Ça fait un petit moment que je n'ai pas montré les statistiques. Et là, regardez au niveau du VChain, c'est carrément l'explosion, puisqu'on a dépassé et largement les 3 millions d'adresses connues, hein, sur les portefeuilles VChain dans l'écosystème du VChain, parce que là, on a 3 200 000 adresses connues. Donc c'est vraiment une énormité et on voit que ça a explosé vraiment depuis novembre 2023, c'est-à-dire depuis qu'ils ont mis en place VeChain, tout leur système de hackathon, vous savez, pour le développement de leur plateforme VBetter DAO. Et donc là, on a pris en fait en quelques mois, je dirais en un peu plus de 6 mois, presque 1 million d'adresses de portefeuille tout simplement, hein, sur l'écosystème du VeChain. Tout simplement une énormité, hein, clairement, en plus de 6 mois. Donc on voit que là, on est vraiment sur une phase ascendante, hein, d'adoption toujours plus sur le VeChain et que c'est plutôt positif sur cet aspect-là, bien évidemment. Bon, donc ce sera tout pour le VeChain, les amis, et puis je vais continuer sur le prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles avec Leomi et compagnie. Mais là, on va surtout parler vraiment de l'aspect des collectibles digitaux 3D, notamment avec, vous voyez, un Spider-Man, donc en version dark, hein, si je puis dire, qui est ici, qui est prévu en sortie, donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et en version animée également avec du son. Alors là, j'ai pas mis le son, mais vous pouvez imaginer. Mais bon, bref, ça, c'est pas très important. C'est ce qui est important, surtout, c'est ce que je vous mets ici. Regardez, donc là, c'est un autre drop qui est prévu donc dans le futur, mais qui est annoncé là par VV Digital Collectibles comme une innovation entre guillemets technologique, puisque pour la première fois, on a tout simplement donc un collectible digital 3D qui aura la possibilité d'être personnalisé, comme vous pouvez le voir ici, avec différents styles, hein, de cheveux ou de couleurs. Enfin, voilà. Donc là, on entre vraiment dans le cadre où on a une personnalisation même des NFT. Ce qui est quasiment une première à ce niveau-là, hein. Quand on mélange la réalité augmentée et le reste des NFT, je pense qu'il y a très très peu de projets dans tout le monde du Web 3.0, hein, qui est capable aujourd'hui de faire ce genre de choses. Donc là, le fait que VV Digital Collectibles se lance là-dedans, c'est vrai que c'est déjà peut-être la première brique pour derrière penser à l'éventuel VVverse s'il sort un jour, bien évidemment, parce que c'est vrai que là, au niveau des jalons et tout, il n'y a rien qui est respecté, hein, donc ça repart un peu en vrille. Mais bon, au moins cet aspect-là, on voit qu'ils sont assez innovants, donc on va voir la suite, qu'est-ce que ça donne. Ensuite, au niveau des statistiques, là, parce que justement, on va voir, on va s'intéresser un peu à l'évolution, hein, du projet, puisque c'est vrai que ça fait beaucoup de polémiques, hein, ce projet. Donc, je vais voir, ça, je vous mets vraiment toutes les semaines, j'essaye de vous mettre un peu l'évolution pour voir que si on a des chutes massives de wallet ou d'activité, eh bien là, ce sera vraiment le signe que le projet est en train de mourir, ou inversement, s'il repart à la hausse, c'est qu'il y a un pic d'activité, logiquement. Donc, sur une journée à l'autre, bon, on est en positif, mais bon, sur une journée, ça ne veut rien dire. Ensuite, sur une semaine à l'autre, là, on est plutôt en négatif. Et enfin, sur un mois, là, on voit qu'on est plutôt en positif, donc sur le chiffre d'affaires en termes de vente de gemmes de l'entreprise. Par contre, en termes d'activité, bon, on est légèrement en baisse à 1,5% moins sur les portefeuilles actifs. Et voilà, donc, bon, c'est plutôt stable en fait dans le sens général. Et d'ailleurs, on le voit très bien ici, parce qu'avec toutes les transactions, mais on voit qu'on a eu un petit pic au 1er avril, donc pour le week-end de Pâques, et ensuite derrière on a bon, une baisse massive par rapport au pic, mais ça s'inscrit dans la lignée, je dirais, sur le mois. Et sur 90 jours, par contre, on voit que sur 90 jours, on est vraiment en augmentation, donc on voit qu'il y a eu un pic d'activité plutôt bon, cohérent et sympa quoi, sur, sur l'écosystème de l'application. Ensuite, en termes de vente, cette fois de gemmes, là, on voit que sur 30 jours, on est plutôt stable. Je fais vraiment court. Et par contre, bien évidemment, hein, sur la totalité, on est en baisse. Mais l'entreprise reste viable avec ses 2 millions de chiffre d'affaires sur un mois. Et sur 90 jours, par contre, qu'est-ce que ça donne? Sur 90 jours, on est même légèrement en augmentation sur la fin par rapport au début. Bon, bref. Donc pour l'instant, ça stagne. C'est pas d'alerte rouge massive, on va dire, et pas d'alerte verte go, quoi. Donc c'est plutôt le feu orange.
On va voir s'il passe au rouge ou s'il passe au vert, en fait, hein. C'est un feu orange qui est à double sens, on peut dire. Bon, donc ce sera tout pour ce projet, pas d'autres nouvelles, mais on voit vraiment ce qui est intéressant quand même, c'est de noter peut-être l'évolution technologique, puisque bien évidemment c'est l'évolution technologique qui va faire la différence sur ce genre de projet, en tout cas sur le long terme. Bien évidemment, s'ils arrivent au bout, puisque c'est vrai que c'est quand même assez laborieux, hein, il faut le reconnaître. Allez, je continue avec le prochain projet, c'est-à-dire cette fois Fetch.ai et donc l'intelligence artificielle qui est un nouveau narratif clairement là en ce moment, avec notamment la nouvelle de Fetch.ai directement ici, hein, qui d'ailleurs, je rappelle, va fusionner avec, enfin, est en train de fusionner avec Ocean Protocol et Singularity. Et donc, dans ce cadre-là, avant cette fusion massive, eh bien, le projet participe. Donc, vous voyez justement la Blockchain Live de 2024. Et donc, c'est qui aura lieu à Dubaï entre le 15 et le 16 avril. Et dans ce cadre-là, il y aura un vote pour élire le meilleur projet, la meilleure crypto en lien avec l'intelligence artificielle actuellement, en tout cas pour 2024. Donc, les votes sont en cours, mais c'est vrai que Fetch.ai est très bien pressenti pour être le leader, hein, ou du moins un des leaders dans ce cadre-là, bien évidemment. Ensuite, et c'est là où on entre un peu dans le dur, c'est que j'ai mis la main sur le Vision Paper, comme vous pouvez voir ici, de l'Alliance, la super alliance qui est en train de se former entre les trois projets crypto dans l'intelligence artificielle, hein, que je vous ai dit. Cette alliance donc aura un seul token, enfin une seule crypto qui s'appellera désormais le ASI, et donc qui va fusionner le FET, le Océan et le AGIX. Et donc derrière, eh bien sûr, je ne vais pas vous lire tout le pavé, hein, parce qu'en plus c'est très long, c'est en anglais, bon, la totale. Donc c'est pour ça que j'ai pris vraiment le résumé, je pense, le plus important à retirer de cette vision paper, comme il l'appelle. C'est ce schéma, tout simplement, où vous voyez donc fetch.ai, ou le résumé en plus de leur objectif de base. Donc Fetch.ai qui à la base se focalisait sur tout ce qui est les agents économiques autonomes, hein, donc qu'ils appellent applications agents, sont ici et qui vont fusionner en fait avec le projet SingularityNet qui est basé lui sur l'intelligence artificielle au niveau des agents et non pas au niveau économique. Donc c'est quand même un peu différent. Donc c'est plutôt les idées, etc. Et Ocean Protocol qui lui est basé sur tout ce qui est les data, donc les données numériques. Et donc la fusion de ces trois projets va permettre en fait de créer un écosystème qui va allier vraiment la totalité des avantages, hein, de chaque projet. Voilà. Et en parallèle, vous voyez, ce sera vraiment un aspect de décentralisation. Donc c'est vraiment la décentralisation qui est au cœur du sujet. Et moi, personnellement, c'est ça qui me plaît beaucoup dans cet aspect-là du projet déjà fait, mais également cette super intelligence, c'est que ça va développer l'intelligence artificielle, mais également sur un aspect décentralisé. Et ça, on le voit bien quand on fait le parallèle avec le fait que les personnes perdent confiance dans les banques, perdent confiance dans les plateformes centralisées, exchange, crypto. Enfin, peu importe le système, dès que c'est centralisé, il y a vraiment une perte de confiance de plus en plus évidente au fur et à mesure du temps. Et bien là, c'est vrai que ce genre de choses euh, représente une modernité, une évolution technologique, mais également une évolution dans la décentralisation. Donc pourquoi pas là-dessus. Et donc derrière, vous avez en fait tout le backup ici qui est montré au niveau technologique. Donc vous aurez Fetch.ai bien évidemment, la technologie Fetch Compute, Cardano, très intéressant. Cardano, Ethereum, bien évidemment, et tout l'aspect derrière de Hypercycle, Nunet, et tous les aspects donc de l'écosystème de Singularity que je ne connais pas très bien personnellement parce que je n'ai pas encore étudié la chose, mais on peut voir vraiment qu'on a toutes les technologies de chaque projet qui vient renforcer en plus cet écosystème. Du lourd, mon avis, hein, du lourd. Bon, ce sera tout pour le fait, et je vais passer donc au dernier projet de la vidéo, c'est-à-dire XRP Ripple, où il y a des nouvelles sympas aussi à dire. C'est donc là, j'ai un tweet de Ripple directement qui annonce tout simplement la création d'un nouveau stablecoin, donc là, hein, cette année, avec la volonté donc de concurrencer, de se jeter dans un marché de 150 milliards de dollars.
Voilà. Et donc, pourquoi Ripple se lance dans ce marché-là? C'est parce que eux-mêmes sont en train de déclarer que ce marché du stablecoin crypto représentera 2,8 trillions de dollars d'ici 2028. Donc, c'est-à-dire au prochain cycle hein, crypto dans 4 ans. Donc, c'est assez intéressant là ce qui se passe. Et c'est vrai que pour donner le ton, hein, pourquoi ils ont fait ça, c'est également pour se lancer dans tout l'aspect en plus de vouloir retirer un peu leur bille de ce marché-là, ils veulent également, je pense, hein, légaliser un petit peu tout leur écosystème en disant, regardez, nous, on est capable de faire peut-être aussi bien que l'USDC, que Tether, qui sont quasiment légitimes dans la sphère crypto et même en sphère traditionnelle. Donc les stablecoins, c'est vraiment le pont aujourd'hui entre la finance traditionnelle et la crypto en tant que telle, comme le Bitcoin, etc. Parce qu'on voit que Tether, etc., comme il y a un système de backup entre dollars derrière et 1 dollar vaut un stablecoin, si je puis dire, eh bien voilà, c'est comme ça que ça représente le pont entre la réalité, si je puis dire, et le numérique pour le stablecoin. Et c'est pas étonnant d'ailleurs que Ripple, là, ils ont annoncé leur stablecoin, mais pas n'importe quel stablecoin. Ils l'ont annoncé ou lui aussi backup physiquement par de vrais dollars. Donc il y aura un vrai dollar pour un vrai stablecoin en XRP. On n'a pas le nom encore du stablecoin, ils ne l'ont pas donné, mais ça va venir là dans les semaines, je pense, dans les mois à venir. Voilà. Donc c'est pour ça que là, après on a tout un trade, hein, bon, je puis dire. Donc là, ils annoncent qu'effectivement 100% des stablecoins de Ripple seront backup par le dollar. Donc il n'y aura pas également que du dollar physique, il y aura des bons du trésor en court terme, il y aura ce qui est l'aspect du cash. Enfin, donc c'est vraiment, ils ont vraiment réfléchi la chose pour quand même avoir un lien entre la finance traditionnelle et leur stablecoin du XRP. Voilà. Et donc, ils visent effectivement à propulser avec l'utilisation du XRP Ledger, avec plus de cas d'utilité, plus de liquidité, d'opportunités pour les développeurs, les utilisateurs, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment un aspect marketing, mais également hein, d'argent, faut pas rêver. Et donc, c'est pour ça, là, je continue avec Ripple, avec un prochain article. Hop. Et une bonne nouvelle également de crypto basique FedNow. Donc, la FedNow autorise désormais les transactions de XRP pour tout ce qui est les comptes bancaires américains. Et donc, je vous avais parlé la semaine dernière du partenariat entre Uphold, vous savez, la plateforme exchange crypto, et également donc Ripple, hein. Ça fait un petit moment qu'ils ont mis en place ce partenariat. Et donc, dans ce cadre-là, Uphold a l'autorisation par la FedNow, c'est-à-dire on va dire le gouvernement, je grossis la chose, hein, mais le gouvernement américain, c'est-à-dire le trésor américain, justement d'opérer avec les banques américaines. Et donc, la conséquence, ça va être que les citoyens américains détenteurs de crypto sur des plateformes exchange vont pouvoir directement convertir leurs XRP en dollars directement aux États-Unis sur leur compte bancaire avec bien évidemment tous les avantages du XRP Ledger, c'est-à-dire une transaction qui n'aura aucun frais déjà et en plus qui sera extrêmement rapide en quelques secondes. Donc là, on voit vraiment qu'on a une facilité déjà aux États-Unis là-dessus. Et après, je rassure, c'est pas innovant, c'est pas une spécificité, puisqu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ont le même genre d'accord de la part de FedNow. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est une bonne nouvelle quand même pour XRP. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que nous, en France, en Europe, on n'a pas encore. Donc là, on est vraiment en retard là-dessus par rapport aux Américains. Mais j'espère que ça arrivera un jour pour nous, parce que quand on voit la galère pour, je sais pas vous, mais quand on voit la galère pour retirer nos fonds, il faut les convertir, donc on a 30% directement d'impôts. Ensuite, il faut qu'il y ait une banque qui accepte de recevoir donc la conversion. Enfin bref, c'était tout un micmac. Personnellement, déjà en 2021, j'ai connu cet aspect-là. Et c'est vrai que c'était pas évident de retirer ces crypto-monnaies, même sous Binance et tout. Enfin bref. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un moyen extrêmement facile aujourd'hui de retirer vos fonds. En tout cas, avec la même rapidité hein, et efficacité que le fait de pouvoir convertir une crypto-monnaie directement en dollars.
ou si vous devez la convertir absolument d'abord en euros sur la plateforme exchange et ensuite la retirer. C'est que moi, je n'ai toujours connu que ça, en tout cas. Après, peut-être pas trouvé les bons filons encore. Bon, bah écoutez, c'est fini pour XRP pour Ripple. J'ai pas de nouvelles encore, il n'y a pas encore de nouvelles qui sont sorties sur l'aspect judiciaire, vous savez, du conflit entre la SEC et Ripple, puisque je rappelle que la prochaine date, ce sera le 22 avril, où normalement Ripple devrait répondre à la SEC. Bon, donc entre-temps, forcément, il n'y aura peut-être pas trop de nouvelles, de rebondissements sur cet aspect-là des choses. Bon, ensuite, on va passer aux actualités crypto plus générales, et donc notamment avec un article de journalducoin.com, Bitcoin et les cryptos se font une place dans la Russie de Poutine, donc ça c'est le 4 avril 2024. Effectivement, on se rend compte qu'en fait, en 2023, vous avez 51 milliards de dollars qui ont transité donc en Russie, avec bien évidemment des plateformes exchange localisées en Russie, puisque je rappelle que la Russie a été coupée du monde occidental, clairement, avec les sanctions. Et donc, c'est la banque centrale même de Russie qui a admise, à contre-cœur presque, qu'effectivement, il y avait 51 milliards de dollars qui avaient été, par les Russes, par les citoyens russes, injectés dans l'écosystème crypto, que ce soit en entrant ou en sortant. Voilà. En tout cas, il y a 51 milliards quand même de volume qui ont été générés là-dessus. Donc c'est quand même pas rien, et donc derrière, ça veut dire que ça y est, les crypto-monnaies sont quelque part adoptées par les citoyens russes. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs quand on fait le recoupement avec, c'est pour ça que je vous mets l'article, hein, avec tous les pays en crise économique. Alors, je rappelle que la Russie n'est pas vraiment en crise économique, elle est en guerre, et donc elle a une économie de guerre, donc c'est pas pareil. Mais on voit qu'il y a un parallèle entre cet aspect économie de guerre, comme elle a été en plus sanctionnée, donc il y a eu des impacts économiques, même sur les transactions bancaires. Et donc les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont jetés sur les crypto-monnaies pour protéger leurs avoirs. C'est intéressant quand même de voir qu'on a toujours le même schéma qui se reproduit, c'est que quand on a un pays où les citoyens perdent confiance dans le système pour X raisons, hein, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se réfugient dans les crypto-monnaies, mais également l'or et l'argent. Bon. Et donc là, ça n'a pas raté. Également, la Russie est concernée. C'est la banque centrale elle-même hein, qui l'admet. Bon. Allez, je continue avec un prochain article, cette fois de Coin Academy. Donc, amusez-vous à rester pauvre. Peter Schiff conseille de vendre Bitcoin pour acheter de l'or. Donc, Peter Schiff encourage à vendre Bitcoin pour acheter de l'or sur sa plateforme, malgré une hausse de 50% du Bitcoin cette année. Donc, Peter Schiff, c'est tout simplement pour représenter un petit peu la personne, si vous ne savez pas, c'est un des investisseurs qui est très bon, hein, très connu, puisqu'il a tout simplement shorté le marché, c'est-à-dire anticipé la crise des subprimes de 2008. Et je rappelle, hein, si je vous je vous conseille de voir, si vous voulez en savoir plus sur la crise des subprimes, un film, c'est The Big Short, qui justement relate l'histoire de quatre groupes d'investisseurs qui avaient prévu et shorté le marché derrière. Donc Peter Schiff, lui, n'est pas dans le film, n'a jamais été même cité dans ce film-là, mais la philosophie déjà de ce film permet de comprendre exactement comment s'est déroulée la crise des subprimes de 2008, mais également de comprendre comment ce genre d'investisseurs, notamment donc il y a Michael Burry hein, qui avait shorté le marché, est très connu pour ça d'ailleurs en 2008, et comment ce genre d'investisseurs avait réussi à prévoir justement la crise immobilière de 2008. Voilà, et donc Peter Schiff, bah, c'est pas non plus une chèvre, hein, parce qu'il a réussi, lui, il avait partie de ces gens-là, de ces investisseurs qui ont prédit à contre-courant, hein, que tout le monde se moquait d'eux, cette crise-là. Et donc c'est après, là où moi ça me fait un peu rire quand même, ce genre de déclaration de la part de Peter Schiff, parce qu'il conseille derrière d'acheter de l'or sur sa plateforme. Donc déjà, l'aspect indépendance, c'est mort, parce qu'il là derrière, il a des intérêts. Bon, donc du coup, c'est un peu dommage qu'il ait véhiculé cette déclaration en derrière, en se flinguant lui-même, en disant venez acheter sur ma plateforme. Bon, mais après, là où je trouve très intéressant, c'est que c'est bien d'avoir un avis quand même d'opposition, c'est-à-dire de quelqu'un qui dit attention, le Bitcoin, en fait, c'est de la daube, hein. Lui, c'est ce qu'il dit. Donc, pour ça que j'ai cherché un petit peu quand même, parce que c'est intéressant de toujours avoir des avis divergents et pour voir également ses arguments. Et en fait, son argument, lui, c'est qu'il a eu une mésaventure avec le Bitcoin. C'est qu'en 2020, il avait du Bitcoin et
qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il les a perdus. Il s'est fait. Lui, il avait dit qu'il avait perdu ses bitcoins, qu'il s'était fait hacker, entre guillemets, sur son cold wallet, c'est-à-dire sur MetaMask ou autre. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il les a perdus. En fait, il avait perdu sa phrase, vous savez, sa recovery, là, sa phrase de sécurité. Et donc, comme il l'avait perdu, il n'avait plus accès d'ailleurs au fond parce qu'il avait changé d'ordinateur ou une débilité de ce genre-là. Et donc, derrière, lui, il s'est dit, bon, bah, j'ai perdu mes fonds, j'ai rien fait, on m'a volé. Bon, donc le Bitcoin, c'est de la daube. Et il est un peu resté sur cet aspect-là, donc c'est très dommage. Et pour lui, le Bitcoin, c'est également une bulle spéculative qui ressemble très fortement à la bulle des tulipes hein, qui avait lieu il y a quelques centaines d'années. Donc c'est très intéressant quand même de voir cet aspect-là. Et lui, après, là où je le rejoins, c'est qu'effectivement, l'or, quand même, vaut mieux que le Bitcoin pour le moment. Alors, si je dis ça, et ne m'insultez pas, hein, c'est tout simplement pour une seule raison, c'est que l'or a traversé toutes les crises, le Bitcoin n'a encore jamais vécu de réelle crise. Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne connaît pas encore la véritable valeur du Bitcoin face à une véritable crise financière économique mondiale, du style de 2008, du style de 1929, etc. L'or, lui, a déjà prouvé qu'il pouvait résister à tout ça, et même plus il y avait de crise, et plus lui, il augmentait, puisque là, l'or et l'argent sont en train d'atteindre des nouveaux records. On en parlera après, mais ça, c'est du rampage là, pour l'or. Donc le Bitcoin, personnellement, moi, je vous dis, j'y crois. Je crois aux crypto-monnaies, je crois à la technologie blockchain, je crois à l'intelligence artificielle, au narratif qui se forme, au RWA également, parce qu'il y a des utilités réelles derrière, et donc c'est une révolution technologique, et non pas une spéculation à la tulipe. Mais par contre, on n'a pas encore de retour réel de comment vont se comporter ce marché numérique. Je rappelle que tout ce qui est crypto, hein, bah, c'est numérique, hein, on n'apprend rien. Et donc, quand la bourse traditionnelle va s'effondrer, qui est numérique, est-ce qu'il y aura des impacts sur le marché crypto? Eh bien là, je ne sais pas. Mais il peut y en avoir. Donc, on n'est pas encore sûr et sorti de l'auberge. Après, moi, ce qui me rassure dans cet aspect-là quand même de valeur refuge pour le Bitcoin, c'est quand je vois justement les crises économiques qui ont lieu localement dans les pays, notamment l'Argentine, le Venezuela, même on a vu la Russie là. C'est que les citoyens, qu'est-ce qu'ils font quand il y a une crise? Ils se réfugient dans l'or et l'argent, mais également désormais dans le Bitcoin. Et le Bitcoin a atteint des sommets, d'ailleurs en termes de valeur, hein, dans ces pays-là et qui traversent une crise économique. Voilà. Bon. Donc après, c'est pour ça que c'est très important que chacun se fasse son opinion, sa stratégie, et que c'est très important de diversifier son bag d'actifs, bien évidemment, même si je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, puisqu'on voit quand même que il y a quand même des choses où on se pose des questions, et que rien n'est toujours sûr et gagné dans la vie, sauf excepté peut-être l'or. Hein, l'or et l'argent, bien évidemment. Comme le dirait Peter Schiff à travers cet article. Bon, donc maintenant, c'est fini pour les actualités crypto générales, et maintenant on va passer aux actualités économiques, et donc notamment avec un premier article de latribune.fr, la productivité dans l'industrie française, anatomie d'une chute. Donc là, on voit que depuis 2022, c'est la catastrophe pour l'industrie française, enfin, depuis 30 ans, mais c'est vrai que depuis 2 ans, là, c'était sur l'industrie, c'est une catastrophe. Donc, là, la productivité dans l'industrie a décroché entre 2019 et 2023 avec un niveau inférieur de 7% selon la Banque de France. En fait, c'est le Covid, on s'en est pas remis du Covid, hein, quelque part. Donc, confronté à une pénurie de compétences, les entreprises ont engagé de la main-d'œuvre moins qualifiée et moins formée. À cela sont ajoutées l'explosion des prix, évidemment l'inflation, et l'envolée des embauches d'apprentis. Donc, eux, ils pensent que c'est surtout lié à cet aspect de main-d'œuvre moins qualifiée. Moi, je pense que c'est l'inverse, de mon avis. C'est plutôt l'inflation, l'explosion des prix, plutôt que la qualification de la main-d'œuvre. Bon, et notamment, donc, en arrière-plan, bien sûr, les sanctions prises contre la Russie qui ont provoqué derrière la flambée de l'inflation, plus derrière la période Covid et les confinements à répétition qui ont vraiment massacré l'économie française et européenne. Bon, donc là, on est toujours dans la même voie, hein, donc c'est-à-dire qu'on est en train de perdre nos industries, on est en train vraiment de se désindustrialiser, en tout cas en France. Bon,
Donc ça, c'est un article qui date du 5 avril 2024. Et maintenant qu'on va faire le lien avec tout ça et l'inflation, on voit qu'il y a quand même des choses qui ne collent pas. Hein. Puisque là, j'ai un article de l'INSEE en mars 2024, les prix à la consommation augmentent de 2,3% sur un an. Je rappelle qu'en février, nous étions à 3% selon l'INSEE également. Donc c'est une bonne nouvelle cet aspect-là. Enfin, quand je dis bonne nouvelle, bon, c'est parce que c'est par rapport au pire. En fait, c'est pas une bonne nouvelle, c'est moins pire. Bon, si je puis dire ça comme ça. Mais donc là, on se rapproche totalement en fait de l'objectif des 2% de la Banque centrale européenne, de toutes les banques centrales, hein, qui ont elles, un objectif majeur dans leur existence même, c'est de fixer l'inflation à 2% par an. Donc là, on n'est pas loin de la normalité, si je puis dire, au niveau de l'inflation, mais on se rend compte quand même qu'on s'est fait vraiment pigeonner depuis des dizaines d'années, c'est que bah, les banques centrales, on réalise qu'en fait, elles ont toujours une volonté de mettre 2% d'inflation par an. Donc si vous n'allez pas plus vite, si vous ne mettez pas en place des choses pour aller plus vite que l'inflation, eh bien en fait, on se fait avoir. Voilà, parce que le système est voulu pour qu'il y ait une inflation. Bon, une fois qu'on a compris ça, c'est pour ça que les riches donc, restent riches en investissant à droite à gauche pour aller plus vite que l'inflation, donc sur la bourse, sur les cryptos, sur l'or et l'argent, sur l'immobilier, enfin peu importe, mais ils investissent. Et ils ne laissent pas leurs fonds forcément sur leur livret A à 3% ou autre, on le voit bien. Et c'est pour ça que et également les personnes, les classes moyennes, les classes pauvres n'ont pas accès à cette éducation financière, mais elles ne peuvent pas aller plus vite que l'inflation. Et en fait, le système, justement, ne leur permet pas de s'en sortir quelque part sur le long terme. Donc là, c'est pour ça que je vous invite à lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est vraiment très puissant pour comprendre justement la philosophie de l'éducation financière qu'on ne nous a jamais appris à l'école, hein, au final. On nous a appris à être des bons petits soldats, à aller dans une entreprise, à trouver un salaire, à avoir un salaire, à faire une carrière, etc. Mais on ne nous a jamais appris à posséder une éducation financière pour justement gagner de l'argent efficacement et sans avoir à être surendetté toute sa vie. Bon, c'est mon avis, hein. Encore une fois, je rappelle, c'est mon avis. Chacun fait bien évidemment comme il sent, comme il veut, comme il peut, avec son parcours personnel. Hein. C'est vraiment très, très personnel tout ça. Bon, donc ça en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle. Au moins, il y a une baisse de l'inflation. Après, là où on voit quand même que ça colle pas trop et que c'est que les autorités, enfin les autorités, c'est-à-dire les économistes, les banques centrales, restent quand même prudents. On n'a pas de victoire là. Il n'y a pas de feu d'artifice qui dit que victoire, on a gagné, c'est bon, il n'y a plus d'inflation. Ah, j'ai un autre article de la tribune.fr, donc les États-Unis, la Fed ne pourrait baisser ses taux qu'une seule fois en 2024 et non trois comme prévu. Donc effectivement, à la base, il y avait trois baisses des taux qui étaient prévues. Finalement, il n'y en aura peut-être qu'une seule. Je dis bien peut-être, parce que vous allez voir qu'après j'ai un autre article où c'est même pas sûr en fait que la Fed baisse même ses taux directeurs en 2024. Donc, alors que les membres du comité de la Réserve fédérale américaine ont récemment annoncé tabler sur trois baisses des taux de 0,25 points de pourcentage cette année, il ne pourrait finalement y en avoir qu'une seule diminution à cause du ralentissement moins fort que prévu de l'inflation. Pourtant, on est quand même sur des bons taux là. Bon, enfin, je peux me tromper, mais on a 2,3%, on est quasiment à la normalité. C'est pour ça où là, je me pose des questions quand même sur la différence de ton entre les chiffres réels qu'on nous annonce et derrière la réaction des autorités économiques, financières. Bon. Et pourquoi je vous balance ça encore plus, c'est que là j'ai un autre article, donc cette fois de l'opinion, et si une baisse des taux en juin est possible, la BCE ne peut ignorer la Fed, prévient le gouverneur de la Banque centrale d'Autriche. Donc la Banque centrale européenne pourrait commencer à baisser ses taux dès juin, car l'inflation pourrait diminuer plus vite qu'attendu. Mais son action sera contrainte par celle de la Réserve fédérale américaine, a indiqué le gouverneur de la Banque centrale d'Autriche, ça le 3 avril 2024. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais donc, la semaine dernière, c'est que la Banque centrale européenne, en fait, fait ce que la Banque centrale américaine fait. Tout simplement parce que l'Europe, enfin, déjà on est à la botte hein, des Américains, on le voit de plus en plus, même avec l'OTAN, la guerre Russie-Ukraine et tout, mais ça c'est un autre sujet, mais on le voit quand même. Et surtout au niveau économique, et là c'est dit de l'aveu même du gouverneur de la Banque centrale d'Autriche,
c'est que l'économie européenne est en fait annexée quelque part et axée sur celle des États-Unis, de l'Amérique. Donc c'est pour ça que on voit bien que là, comme l'inflation est en train de repartir aux États-Unis, j'ai montré un article là-dessus, et bien pour ça que personnellement, j'étais plutôt inquiet sur l'avenir de l'économie européenne et surtout de l'avenir des taux donc européens à cause de cette raison-là. Et donc là, c'est dit même du gouverneur de la Banque centrale d'Autriche, c'est que en fait, si l'inflation repart aux États-Unis, même si l'inflation chez nous, elle diminue, bah, comme on va s'aligner sur la politique économique des Américains, bah, eux, finalement, ils vont pas baisser leurs taux. Nous, on sera du coup obligés de garder nos taux si on s'en tient à cet article. Et finalement, ben, on va être en pleine récession, on n'aura pas le choix de traverser la tempête. Puisque si on ne baisse pas les taux, ce sera l'apocalypse économique, hein, clairement, vu que derrière, ça voudra dire qu'on laisse nos taux directeurs à un seuil très élevé. Voilà. Donc ça veut dire de plus en plus que on se dirige vers une hausse des taux directeurs qui n'est plus transitoire, qui n'est plus temporaire, mais qui devient permanente. Et ça, c'était déjà ce qu'avait déclaré donc Jerome Powell, le gouverneur de la Fed, hein, de la Banque centrale américaine, en 2021, déjà au tout début de l'inflation. Donc, on voit qu'on est vraiment de plus en plus dans cette dynamique-là, et que forcément, derrière, il va y avoir des répercussions sur le marché immobilier, forcément, parce que si les taux directeurs ne baissent pas rapidement, ou si on les baisse, mais que les États-Unis ils continuent d'augmenter ou de laisser leur taux fixe, il n'y aura pas d'effet en fait sur l'économie globale mondiale, ou occidentale en tout cas. Donc, on ne verra même pas les résultats. Donc, c'est vraiment, on verra, mais je pense que 2024, ça va être vraiment déterminant là-dessus. On verra au fur et à mesure des semaines. On verra également en juin. Je pense que le tournant sera vraiment juin ou, comme le dit ici l'article, ce sera vraiment la décision de la BCE comme de la Fed de qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur taux directeur. Donc je pense qu'ils vont baisser leur taux une fois, mais enfin, voilà, ça reste à voir. C'est-à-dire ça dépendra vraiment du comportement de l'inflation, je pense, aux États-Unis. C'est même plus, je pense que nous, notre inflation, même, elle compte même plus, quoi, presque. Au niveau politique, économique, quand on voit ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que là, en parallèle, je vous montre ça parce que derrière, donc je vous montre ici, je suis sur l'article, donc Bullion by Post, comme vous pouvez le voir ici sur le site, Bullion by Post, avec la courbe de l'or sur 10 ans. Et regardez, donc là, c'est sur une once d'or, on est à 2200 euros, aujourd'hui on a un record. Donc 5 avril, on est en train de faire péter les scores là. Donc l'or est en plein bull run en fait, si je puis vous dire. Est en train de faire péter les scores. Et ça, c'est assez rare quand même qu'on ait de l'or qui soit aussi volatile vers le haut en si peu de temps. Vous voyez, quand au vendredi 2 février 2024, donc on était à 1886 euros. Un mois après, on est à 2152 euros. C'est plutôt rare en si peu de temps une poussée aussi forte de l'or, surtout à un moment où le dollar, en plus, n'a pas forcément bougé en termes de baisse, parce qu'en général, c'est l'or monte quand le dollar baisse. Là, le dollar n'a pas forcément baissé. Donc on voit vraiment qu'il y a une ruée vers l'or en ce moment, on peut vraiment le dire. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire que là, on sent bien que le monde est inquiet sur le plan économique et qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en 2024. Donc c'est pour ça. On voit bien que l'or, c'est vraiment je dirais le number one, hein, en termes de valeur refuge, hein, durant les périodes un peu catastrophiques comme on l'a vu là. Bon, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir au moins des solutions là-dessus. Et puis sinon, bah, écoutez, hop, ce sera tout pour les actualités crypto économiques. Après, les amis, il faut garder espoir, hein, c'est pas la fin du monde, loin de là, c'est peut-être la fin d'un monde tel qu'on l'a connu, capitaliste, pas forcément capitaliste, mais avec les dettes des États où nos États ont vraiment mal géré l'argent, il faut le dire, quel qu'il soit dans le monde. Tout cet aspect-là, je pense, des choses, c'est vraiment la crise des dettes qui est derrière. Et on voit qu'on arrive à la fin de ce système, hein, pour le meilleur et pour le pire. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner effectivement pour faire grossir la communauté
la chaîne, c'est cool. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. La bise, ciao.